a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review du dernier épisode de Monday Night Raw qui cette semaine était en direct de je ne sais plus où aux États-Unis, parce que oui, je n'ai pas pris le temps ou la peine, ou peut-être un petit peu des deux, de noter la ville haute du show. Mais bon, rien de bien dramatique, hein, je pense que vous en conviendrez. Et pour cette review du Monday Night Raw du 29 avril 2019, si je ne dis pas de bêtises, je suis tout seul parce que oui, Célian n'est pas présent. Alors vous me direz, c'est logique, hein, si je suis tout seul, c'est que Célian n'est pas là avec moi, mais pas pour les mêmes raisons que la dernière fois. La dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo, enfin la dernière fois, pas la semaine dernière, mais une fois précédente, j'avais déjà fait un enregistrement de review de Monday Night Raw tout seul parce que Célian n'était pas disponible. Là, c'est un petit peu différent, hein. Célian était disponible, on a commencé l'enregistrement tous les deux et malheureusement, mon ordinateur a pas mal bugué dans un laps de temps de 1h30. Et derrière Célian, avec quelques petits impératifs, il a dû partir et donc, après avoir enfin résolu certains problèmes avec mon ordinateur, alors que je pensais que ça venait d'OBS, je suis là face à mon logiciel d'enregistrement et je vais pouvoir vous parler tout simplement de ce Monday Night Raw. Célian lui le fera également, mais il le fera via tweet épinglé, enfin plutôt via message épinglé sur YouTube pour tout simplement vous donner son avis, hein, sur les divers points du côté de Monday Night Raw. Bref, on ne va pas plus perdre de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal de choses à dire, même si je suis seul, je sais que j'en ai au moins pour une petite demi-heure, donc on va pas perdre de temps, rentrer dans le vif du sujet, s'intéresser à ce show rouge, premier show de la WWE cette semaine, en long, en large, en travers, de A à Z. Bref, je vais vous donner mon avis, mon ressenti, mon analyse sur tous les segments, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner sur les divers réseaux sociaux, Twitter et Instagram, nos comptes perso et surtout notre compte pro, @parloncatchslb sur Twitter, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, si vous êtes convaincu par nos vidéos, par la qualité de notre argumentation, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir une chance de recevoir les notifications lorsqu'une vidéo sur la chaîne paraîtra sur YouTube. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça, comme je vous le disais, et s'intéresser donc à ce Monday Night Raw du 29 avril 2019 où il s'est passé une multitude de choses et vous allez découvrir la nouvelle image réalisée par Pierre. La voici, la voilà, magnifique, avec l'échelle bien évidemment par rapport à Money in the Bank qui arrive le 18 mai prochain, et puis avec des superstars cette fois-ci de Raw qui sont dans le roster de Raw après le shake-up, hein. Vous découvrez Seth Rollins, Lacey Evans, Samoa Joe, Naomi et donc le phénoménal AJ Styles qui sera donc face à Seth Rollins lors du pay-per-view Money in the Bank le 18 mai prochain. Je vous le disais, énormément de choses se sont passées du côté de Monday Night Raw. On a eu donc l'annonce des participants du côté du show rouge par rapport à au match donc de l'échelle au pay-per-view du même nom, donc le 18 mai prochain, chez les hommes, chez les femmes, hein. Chez les hommes, on aura Drew McIntyre, Baron Corbin, Ricochet et Braun Strowman. Chez les femmes, on aura Naomi, Natalia, Dana Brooke et Alexa Bliss qui représenteront le show rouge donc au pay-per-view Money in the Bank pour tenter de décrocher la mallette. On a également eu tout ce qui a tourné autour de Sami Zayn et tout simplement le fait de construire encore un peu plus le personnage en profondeur, le nouveau Sami Zayn qui en a marre d'être à la WWE, qui préférait être tranquillement chez lui, mais qui aime bien aller se foutre de la gueule des gens chaque semaine, c'est son petit hobby. Il continue à promouvoir ce personnage très très intéressant. C'est vrai que j'étais pas super convaincu les précédentes semaines, mais là je vous avoue qu'avec la promo qui nous a sorti, qui était ni trop longue ni trop fade, vraiment juste ce qu'il fallait, j'ai été diverti de A à Z. Je vous avoue que vraiment j'ai passé un bon moment. L'interaction Styles Rollins, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. J'ai des problèmes avec ma voix. Des fois, elle se coupe d'un seul coup, d'un seul, sans prévenir. On ne sait pas pourquoi. Promo entre Styles et Rollins pour clôturer le show qui était vraiment de très très bonne qualité, avec un petit peu de baston à la fin pour vraiment nous promouvoir et nous teaser le match en vue de Money in the Bank dans quelques semaines maintenant, dans un peu plus de 2 semaines maintenant, parce que ça sera dans 18 jours exactement, vu qu'on est le 1er mai. Faites du travail, surtout faites du muguet, parce que oui, peut-être que vous avez reçu votre muguet aujourd'hui, hein, c'est symbolique, hein, le 1er mai. Moi personnellement, personne m'en a acheté. Bon, j'en ai acheté pour personne et personne m'en a acheté. Tu me diras, voilà, quand on offre rien aux autres, faut pas s'attendre à avoir quelque chose quand on offre rien. On récolte uniquement ce qu'on a semé. C'est le monde, c'est comme ça, et ainsi va la vie. Bref, on ne va pas perdre plus de temps que ça, s'intéresser désormais au vif du sujet, commencer par le commencement, c'est-à-dire la promo d'ouverture. Oui, hein, je veux pas vous parler, je veux pas commencer à vous parler des points négatifs, il y en a eu quelques-uns, mais voilà, on va en parler précisément. Je vais pas commencer à vous les balancer comme ça, parce que sinon je pense que vous allez déprimer, mais il y en a eu quelques-uns. Je pense que voilà, tout ce qui a tourné autour de ce qui s'est passé avec les femmes
Je pense que c'est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, hein, ce qui s'est passé également avec les Viking Riders, ou essentiellement les War Raiders et NXT. Je pense que beaucoup de monde, là aussi, ont les poils qui se hérissent. Ce qui se passe avec Bray Wyatt également. Enfin bref, on aura le temps d'y revenir. Mais avant tout, commençons par le commencement et donc la promo d'ouverture, The Moment of Bliss. Oui, Alexa Bliss qui en plus d'avoir fait son retour à la compétition et donc dans un ring puisqu'elle a fait face à Naomi ce soir. D'ailleurs, elle a perdu bien jobé, hein, Alexa Bliss dans un match absolument dégueulasse face à Naomi. Et en plus d'avoir ce match-là, elle a le Moment of Bliss. Elle a eu un Moment of Bliss en début de show, un Moment of Bliss au milieu de show, plus un match. Bon, bref, Alexa Bliss, on la voit toutes les 3 minutes du côté de Monday Night Raw. D'habitude, le Moment of Bliss, ou plutôt de base, le Moment of Bliss avait été initié pour qu'Alexa Bliss puisse finalement apparaître à l'écran pour qu'on n'oublie pas Alexa Bliss, si tant est qu'on veuille nous la faire oublier, étant donné qu'elle était en convalescence il y a encore quelques semaines. Mais non, là maintenant, elle a ses matchs et elle a également des petits segments par-ci par-là sympathiques où elle nous a présenté tout simplement les protagonistes du Money in the Bank ladder match du côté de Raw, un Strowman, Ricochet, McIntyre et Baron Corbin. Alors c'est vrai que beaucoup ont dit un grand oui pour Strowman, un grand oui pour Ricochet, un grand oui pour Drew McIntyre. Pour Baron Corbin, c'est un petit peu plus mitigé parce qu'on aurait préféré peut-être voir un Samoa Joe ou un The Miz. Mais d'ailleurs le Miz, je sais pas si je l'ai dit, aura un match, ça a été officialisé donc lors de Monday Night Raw, aura un match face à Shane McMahon à Money in the Bank dans un steel cage match. Voilà, on continue la rivalité, on va finir cette rivalité avec un match à stipulation. On aurait pu se permettre de le terminer à WrestleMania, mais que voulez-vous, c'est la WWE. Et voilà, certains auraient pu se poser la question pourquoi Baron Corbin a eu plus la place que par exemple un Samoa Joe, hein, qui va être un petit peu sur la touche en vue de Money in the Bank. Et bien la réponse est très simple, il y a quand même une sorte de rivalité, une sorte de passif entre McIntyre et Corbin, et on a essayé de jouer sur ça, hein, vraiment pour essayer de nous construire une rivalité entre les 4 membres de Monday Night Raw qui vont s'affronter à Money in the Bank face aux autres protagonistes de SmackDown pour tenter de décrocher la mallette le 18 mai prochain au pay-per-view MITB. Et tout cela, hein, toutes ces petites querelles entre McIntyre et Corbin, petites querelles entre Corbin, McIntyre et Strowman et Ricochet, ont amené à un match, un Strowman Ricochet contre McIntyre et Baron Corbin. Vous me direz, ils font ça à chaque fois la WWE. En même temps, c'est le pay-per-view le plus simple à vendre, Money in the Bank, quand on y réfléchit bien. Vous avez des matchs de l'échelle, c'est une fois par an, un pour les femmes, un pour les hommes. Vous avez des matchs de championnat que vous pouvez essayer de teaser de la meilleure des façons. Et là, on a Styles contre Rollins pour l'Universal Championship. On va avoir Owens Kingston pour le WWE Championship. Bref, une carte absolument alléchante. Et derrière, pour tout simplement promouvoir vos matchs de l'échelle, il n'y a pas besoin de créer une rivalité. Absolument pas. Vous faites juste des matchs. Voilà, des matchs où vous faites des espèces de rotations pour essayer de faire le plus de matchs possible entre les différents protagonistes du même brand, pour derrière essayer de nous teaser et nous hyper en vue de Money in the Bank pour nous donner les prémices du match qu'on aura donc au pay-per-view Money in the Bank le 18 mai prochain. Strowman et Ricochet ont remporté donc leur rencontre face à McIntyre et Baron Corbin. Baron Corbin qui a été trop sûr de lui, qui s'est attiré un peu les foudres de McIntyre, qui l'a finalement abandonné à la fin du match. McIntyre donc qui sort du ring, qui s'en va, qui passe la rampe d'entrée, qui va dans les vestiaires, et Baron Corbin lui est au milieu du ring et finalement se prend un 630 splash de Ricochet en plein sur le ventre, tombé 1, 2, 3. Donc victoire de Ricochet et de Braun Strowman, petite célébration derrière, victoire des Faces. Voilà, ça n'engage absolument à rien. Il y aura certainement un booking 50-50 entre les différentes superstars. J'imagine qu'on aura, je sais pas, un McIntyre Strowman, ou un McIntyre Ricochet, ou un Corbin Strowman, ou un Corbin Ricochet dans les prochaines semaines pour essayer tout simplement de donner les prémices de ce match MITB du côté de Raw, hein, bien évidemment, avec les protagonistes de Raw, pour essayer de nous faire patienter en vue, bien évidemment, du match que l'on attend tous le 18 mai prochain, donc au pay-per-view MITB. Derrière, après cette promo d'ouverture et ce match d'ouverture, on a enchaîné avec le premier match tag team de la soirée. Il y en a eu 2, hein, il y en aura un plus tard avec The Revival contre, bien évidemment, les champions par équipe, Kurt Hawkins et Zack Ryder. Si vous les aviez oubliés, ils sont toujours champions. Oui, hein, je sais, c'est facilement oubliable, étant donné qu'on a énormément de potentiel du côté de Monday Night Raw avec la division tag team. C'est vrai que c'est pas trop le cas par exemple chez les Women's, hein, c'est vrai que c'est un petit peu délaissé Monday Night Raw chez les Women's, mais chez les tag team, c'est plutôt bon, on a quand même du potentiel, ce qui n'est pas le cas par exemple du côté de SmackDown. Et avant donc ce match The Revival contre Zack Ryder et Kurt Hawkins, on nous a pondu un match Uso The Club. Les Usos, j'ai pas compris, d'ailleurs je pense qu'on a tous réagi de la même façon, d'ailleurs il y en a beaucoup sur Twitter, j'ai vu ça, après avoir vu le show, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait réagi par rapport à ça. Les Usos sont appréciés, les Usos vraiment ça marche, ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent marche, les gens adhèrent, et on nous force, malgré tout, on arrive quand même à nous forcer les Usos, avec le fait de vouloir toujours en faire trop, les Usos qui prennent le micro, qui commencent à chanter leur theme song, c'était absolument ridicule. Ça paraît rien comme ça, mais c'est absolument ridicule. Vraiment, je tiens à le dire, il faut pas se le cacher, c'était vraiment ridicule de A à Z. Ils ont fait face au club, victoire donc des Usos face au club.
j'ai envie de dire victoire logique parce que le club sont des jobbers de luxe, hein. Je veux dire, ça fait mal de dire ça parce que Karl Anderson et Luke Gallows sont des véritables stars à la New Japan, ou plutôt étaient des véritables stars à la New Japan Pro Wrestling. Là, ils servent de faire valoir aux Usos. Alors attention, il n'y a rien d'humiliant à se coucher pour les Usos, mais enfin quand même, peut-être qu'ils pourraient aspirer à un petit peu mieux. Les Usos remportent leur match, et j'ai envie de dire, moi, ce qui me gêne un petit peu, au-delà, enfin, c'est pas la victoire des Usos, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est tout ce qu'on est en train de teaser entre les Usos et les Revival. Les Revival et les Usos, on est en train d'amorcer une rivalité entre ces deux teams, et c'est vrai que ce qui me gêne, c'est que finalement, dans un premier temps, la rivalité principale, tag team, ne se fait pas entre les champions et les challengers. On rappelle que Zack Ryder et Kurt Hawkins n'ont pas de challenger bien défini, par exemple pour Money in the Bank. Mais en revanche, on nous tease une rivalité Usos The Revival dans la mid-card de SmackDown, dans la mid-card de Monday Night Raw, comme ça, alors que les champions n'ont pas de challenger. Je trouve ça absolument nul, sachant que si tu ne peux pas booker tes champions, pourquoi est-ce que tu bookes deux équipes de la mid-card? Autant empocher une pour faire face aux champions et créer une rivalité champion contre challenger, mais ils le font pas. Et au-delà de ça, c'est une rivalité Uso The Revival, je trouve qui est teasée de manière assez gênante. Alors peut-être que Vince McMahon trouve ça rigolo, hein, de voir les Usos qui filment finalement Dash Wilder et Scott Dawson se raser le dos, mais je trouve ça d'un ridicule incroyable, c'est même gênant à regarder. Et je veux dire, enfin, je sais pas, comment tu peux trouver ça marrant 2 secondes? Enfin, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé le segment rigolo. Moi, personnellement, il m'a plus gêné qu'autre chose. Après, donc, les Usos contre The Club, et donc la victoire des Usos face à Gallows et Anderson, on a enchaîné avec un Miz TV, le Miz qui donc fait son retour de son show TV à Monday Night Raw après avoir passé plus d'un an à SmackDown. D'ailleurs, le Miz qui a toujours changé de roster hein, depuis le retour des deux brands séparés. Hein, il a été à SmackDown en 2016, puis 2017 il est parti à Raw, puis 2018 Raw SmackDown, et puis 2019 il repart à Raw. Bref, le Miz, hein, il change de maison tous les ans, pas de soucis, pas d'angoisse. Et donc il était avec Bobby Lashley dans ce Miz TV. Bobby Lashley absolument horrible au micro. Heureusement que le Miz est là pour sauver les meubles, mais Bobby Lashley au micro, c'est pas possible. Le mec, bon déjà quand tu le vois, il ne dégage rien, il n'a aucun charisme, et quand il parle, quand il ouvre la bouche, mais qu'est-ce qu'il est gênant. Et je veux dire, il a beau essayer de se donner un style à vouloir parler de lui à la troisième personne, comme pouvait par exemple le faire un The Rock. Je veux dire, il a tellement pas de présence, il a tellement pas il a tellement pas de présence, tellement pas de charisme, il dégage tellement rien qu'au final, tu trouves ça ridicule. C'est juste gênant. Et en plus, comme il a plus Lio Rush à ses côtés, parce que Lio Rush est très mal vu en coulisses, on rappelle, ces dernières semaines, il a vraiment fait énormément de conneries, Il n'est pas très apprécié de ses collègues. Alexa Bliss apparemment le déteste. Finn Balor lui aurait fait énormément de reproches par rapport à son comportement backstage. Enfin bref, voilà. Donc Lio Rush est vraiment dans une position vraiment très très précaire à la WWE actuellement. Il a essayé de s'expliquer via les réseaux sociaux, mais bon, apparemment le mec a un sacré melon de ce qu'on peut raconter, de ce qui ressort finalement de certaines accusations, de certains dires de personnes internes à la WWE, mais encore une fois ce ne sont que des rumeurs. Et donc Bobby Lashley, pour toutes ces raisons là, est tout seul. Et là il aurait bien eu besoin de Lio Rush pour faire un segment convenable, parce que heureusement que le Miz finalement arrive à faire passer crème le truc, mais alors Bobby Lashley sans Lio Rush, c'est vraiment c'est la catastrophe, c'est vraiment la catastrophe. Et Bobby Lashley, je sais pas s'il s'est revu, mais honnêtement, moi si je fais une promo comme ça et que je me revois derrière, j'aurais une sacrée honte. Bref, Bobby Lashley le Miz, ça s'est terminé par une baston, plutôt par un baston. Ça s'est terminé par une baston, parce que derrière le Bobby Lashley a insulté le père du Miz. Ça s'est terminé comme ça se termine à chaque fois un Miz TV, c'est-à-dire par un cassage de gueule. Mais cette fois-ci c'est le Miz qui l'a administré à Bobby Lashley, et derrière on se retrouve après une pub publicitaire avec un match Lashley-Miz, donc qui est déjà entamé, un match où il n'y a absolument pas grand chose à retenir du tout, enfin pas du coup, même rien du tout à retenir au niveau de la qualité du match. Bobby Lashley remporte la rencontre, mais en revanche ce qui se passe après c'est très intéressant, parce que Shane McMahon intervient. Enfin Shane McMahon finalement intervient déjà pendant le match et permet à Bobby Lashley de remporter la rencontre. Et derrière on a un Shane McMahon qui s'acharne sur le Miz et qui continue à lui faire du trash talking par rapport à ce qui s'est passé, et par rapport à sa victoire à WrestleMania, et par rapport au fait qu'il n'a pas su finalement être à la hauteur de l'événement à WrestleMania devant les yeux de son père. Et s'ensuit derrière une promo de segment à segment séparé, où finalement le Miz décide d'affronter Shane McMahon et décide de challenger Shane McMahon à Money in the Bank dans un Steel Cage match, et ce que Shane McMahon va accepter via Twitter. J'étais assez surpris de revoir Shane McMahon présent finalement dans une rivalité avec le Miz. Alors c'est vrai que quand j'ai vu que le Miz n'était pas annoncé dans les matchs, dans un match ITB, parce que oui, je vous le rappelle, hein, Strowman, Ricochet, McIntyre et Corbin ont été annoncés comme ça par la WWE. Il n'y a pas eu de match de qualification qui ont été teasés, qui ont été finalement initiés. Non, c'est simplement une annonce comme ça qui a été faite. Donc je me suis dit, le Miz,
dans la mesure où il n'y est pas, c'est assez surprenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je savais très bien que le Miz n'allait pas être laissé sur la touche. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? Eh bien, refourguer finalement ce qu'on nous avait déjà donné à WrestleMania, à savoir un match entre les deux avec une stipulation. Et là, encore une fois, certes, c'est un style cage match, certes, ça peut être intéressant, certes, les gens vont être intéressés, parce que c'est une rivalité qui est profonde, qui est personnelle, mais tu te dis qu'ils auraient dû la finir à WrestleMania, et que le Miz aurait peut-être dû être finalement dans le Money in the Bank Ladder match pour pourquoi pas remporter cette mallette et avoir un contrat finalement avec un match de championnat où il veut quand il veut dans la situation qu'il veut. Parce que le Miz mérite quand même un peu mieux que Shane McMahon à Money in the Bank. Surtout que Shane McMahon, ça fait quand même la rivalité, voilà, et ça fait quand même depuis octobre que les deux sont liés, quoi. Je veux dire, enfin, octobre, non, novembre que les deux sont liés. Je veux dire, au bout d'un moment, t'essaies de passer quand même à autre chose. Je veux dire, la rivalité aurait dû se terminer à WrestleMania, parce que le match, c'était un match à stipulation, dans la plus grande scène de toutes. Shane McMahon n'avait absolument pas besoin de la victoire. Mais bon, comme c'est Shane McMahon, comme c'est un McMahon, et que c'était le seul à être présent à WrestleMania, et qu'il faut que les McMahon aient un minimum d'exposition et un minimum, finalement, de crédibilité, parce que oui, il faut pas qu'on oublie les McMahon, non, ça, vous inquiétez pas, ils vous oublieront jamais de vous montrer qu'ils sont là. Donc, on donne une victoire à Shane McMahon comme ça, pour derrière continuer une rivalité qui aujourd'hui n'a pas vraiment lieu de continuer. Surtout que Shane McMahon, dans le même temps à SmackDown, continue à truster les temps d'antenne avec finalement une rivalité qui s'enclenche entre Elias et Roman Reigns, et il est là en électron libre pour essayer de servir d'appui à Elias face à Roman Reigns, parce qu'on est obligé de mettre Roman Reigns face à l'autorité pour essayer de faire passer le truc crème pour que Roman Reigns ne soit pas trop détesté, parce qu'on sait qu'on va pas huer Roman Reigns s'il est face à Shane McMahon ou face à Vince McMahon ou face à Stephanie McMahon. C'est complètement logique, surtout après la leucémie qu'il a atteinte il y a quelques mois maintenant, et voilà, après c'est tout ce qu'il a traversé ces derniers mois, ce qui est logique. Enfin bref, donc rivalité mise contre Shane qui, moi personnellement, je trouve, voilà, reste du réchauffé, ça va être intéressant, les gens vont s'y intéresser, mais on aurait dû, à mon avis, à mon sens, terminer la rivalité à WrestleMania, et le Miz aurait dû être présent au Money in the Bank, peut-être à la place de Baron Corbin, même si, encore une fois, ça aurait peut-être eu moins de sens en termes de storyline, parce que, voilà, il y aurait moins de passif entre Corbin et McIntyre, ou entre Corbin, par exemple, et Strowman. On sait que les deux se cherchent depuis déjà plus d'un an, avec, bien évidemment, un Corbin qui lui avait coûté, je vous en rappelez, qui avait coûté à Strowman le titre universel lors de son match face à, si je ne dis pas de bêtises, face à Brock Lesnar à Crown Jewel en novembre dernier. Bref. Après donc ce segment malaisant, ou plutôt ce segment Miz TV malaisant avec Bobby Lashley et le Miz, après Lashley contre Miz, qui n'ont rien à retenir du match, après le segment Shane McMahon Miz, les divers segments Shane McMahon Miz qui nous ont amené à un match à Money in the Bank et qui vont nous amener à un match à Money in the Bank dans un steel cage match donc le 18 mai prochain, on a eu les Viking Riders qui ont fait face à la Lucha House Party, énième match entre ces deux teams. Déjà la semaine dernière ils se faisaient affronter, les Lucha House Party s'étaient fait squasher par les Viking Riders, et cette semaine, les Viking Riders remportent également le match, mais derrière, on nous a teasé des Lucha House Party capables potentiellement de prendre le dessus sur les Viking Riders. Alors attention, vous ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont fans d'NXT, qui l'ont parlé à des Monday Night Raw, ne vous inquiétez pas, les Viking Riders sont sortis quand même vainqueurs, encore une fois, de la rivalité du soir. Mais on est en train, petit à petit, de faire partir dans les oubliettes les Viking Riders qui... Et sont des forces dominantes à NXT, qui commencent à avoir un impact à NXT. On les met dans le main roster, et par deux fois, voilà, en les amenant à Raw de manière officielle, par deux fois on les fait catcher face à la Lucha House Party. Les mecs sont en plein milieu du show, ils n'ont aucune réaction, ils sont face à des jobbers qui eux aussi n'ont aucune crédibilité, et au-delà de ne pas leur faire gagner, au-delà de leur donner deux fois le même match en 2 semaines, la semaine dernière ils les squash, et là cette semaine ils galèrent à les battre, enfin déjà ils mettent plus de temps, et surtout derrière on utilise une domination, une potentielle domination de la Lucha House Party sur les Viking Riders. Comment voulez-vous que je croie en la crédibilité de cette équipe, ou au potentiel de l'équipe pour pourquoi pas les amener en tant que challenger numéro 1 ou champion par équipe? Est-ce que ça va faire comme AOP? Est-ce que ça va faire comme Sanity? C'est cette histoire-là, enfin j'espère pas, parce que les Viking Riders, je veux dire, ils sont quand même intéressants. Ils sont intéressants, je veux dire, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, c'est pas forcément la foule s'identifie pas trop au truc, parce que les mecs, ils ont une gimmick quand même assez spéciale, mais dans le ring, ils sont quand même vraiment très divertissants. Donc, je veux dire, j'ai un peu peur, moi, avec ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de nous teaser, là, la WWE, j'ai un petit peu peur. Bref, donc segment, voilà, segment malaisant par excellence, en ce qui s'est passé entre les Viking Riders et la Lucha House Party. On a enchaîné avec un autre segment malaisant, le Moment of Bliss, avec toutes les protagonistes finalement du MITB Ladder Match féminin du côté de Raw, qui ont été présentés par Alexa Bliss dans un deuxième Moment of Bliss. Donc on a Dana Brooke qui est annoncée, Natalia, Naomi, et donc Alexa Bliss qui s'annonce aussi elle-même en tant que participante. Non, il n'y avait pas d'autres filles à qui donner une opportunité. Bon, vous me direz, du côté du roster de Raw, il y a tellement personne que ça paraissait logique qu'Alexa Bliss allait finalement prendre la dernière place. Oui, hein, si vous n'en aviez pas marre d'Alexa Bliss,
voilà, c'est heureusement pour vous, tant mieux pour vous, si vous n'en aviez pas marre, elle va être là sur votre écran, du côté de Money in the Bank, et certainement dans d'autres matchs avant Money in the Bank, histoire de nous teaser encore une fois ce match de l'échelle du côté des mid-CB le 18 mai prochain, avec des matchs bien évidemment, je sais pas moi, Natalia, Alexa Bliss, ou Alexa Bliss, Dana Brooke, ou même Alexa Bliss, Naomi, bref, on verra bien comment ça va se goupiller, mais bon bref. Alexa Bliss, encore une fois, au cœur de la rivalité, encore une fois au cœur de l'action, avec au cœur des attentions, une promo absolument malaisante, tout le monde a eu son mot à dire. Dana Brooke est horrible au micro, j'ai jamais vu une fille aussi horrible au micro que Dana Brooke. Natalia, et mon dieu, elle est pas en reste non plus voilà, dans la nullité avec un micro à la main. Naomi, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas incroyable. Heureusement qu'Alexa Bliss est là pour un petit peu sauver les meubles. En revanche, ce qui n'a pas sauvé les meubles, c'est le match Bliss-Naomi derrière, où là c'était absolument, encore une fois, malaisant. 3 segments malaisants d'affilée, hein, c'est vous dire. Là ça vous donne envie de quitter le show, ça vous donne envie voilà, de fermer la page du show, et voilà, de passer à autre chose et d'arrêter de perdre votre temps, parce que le match Alexa Bliss-Naomi, mon dieu, quelle horreur, je crois que j'ai cru mourir plusieurs fois dans ce match-là. Il s'est rien passé. C'était gênant de A à Z, il y a rien qui se passe, c'est mou, c'est pas crédible 2 secondes. Alexa Bliss dans un ring, je sais pas si elle est rouillée ou... Enfin rouillée non, rouillée c'est pas le mot, mais est-ce qu'elle est vraiment tout à fait en confiance dans le ring, surtout par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, et sa blessure et sa commotion cérébrale, le fait qu'elle soit pas apte, qu'elle était inapte quand même très longtemps. Est-ce qu'elle a encore vraiment tous les automatismes? J'en sais rien, mais Alexa Bliss était vraiment pas du tout bon. Aussi elle avait une tenue voilà, qui était pas forcément voilà, une tenue agréable pour catcher. C'est voilà, quand t'es en legging non, elle était pas en corset, mais elle était en legging, et voilà, bref, c'était assez bizarre, c'était pas du tout une tenue de combat. Bon bref, ça plus le fait de pas forcément avoir perdu peut-être les automatismes qu'elle avait il y a quelques mois avant de se blesser, j'ai l'impression qu'elle était pas vraiment tout à fait en confiance. Naomi, elle a essayé de sauver les meubles, mais c'était pas incroyable. Finalement, ça se termine assez bizarrement ce match-là. La chute arrive très vite. Elle fait un espèce de... Pas de moonsault, comment ça s'appelle, sa prise de finition là qu'elle fait sur les cordes, je m'en souviens plus. Enfin bref, elle finit en espèce voilà, de salto, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas ouais, bref, je sais pas. Vous voyez la prise dont je parlais, la prise de finition où elle se propulse avec les cordes. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez laquelle c'est. Tombée 1, 2, 3, victoire de Naomi. Alexa Bliss c'est pas vraiment discrédité parce qu'on l'a voilà, il y a eu quelques petites phases dans le match où on a vraiment compris pourquoi Alexa Bliss finalement a réussi à se faire battre, ou plutôt a perdu ce match face à Naomi, mais bon, c'était pas incroyable en termes de construction et surtout en termes de qualité. Derrière, on a augmenté un petit peu le niveau avec la promo Becky Lynch contre Lacey Evans. Becky Lynch toujours aussi badass, c'est vrai que je vous en parlais ces dernières semaines, voilà, où j'avais un petit peu, comment dire, pas forcément adhérer à ce que faisait Becky Lynch parce que je trouvais que c'était assez répétitif et qu'on avait bouclé la boucle un petit peu à WrestleMania avec ces deux titres qu'elle avait finalement autour des hanches ou plutôt sur les épaules, hein, ce fameux nos surnoms maintenant, comment elle se fait appeler maintenant, Becky Two Belts. Et c'est vrai que voilà, bon, ça a été difficile de trouver un intérêt à Becky Lynch ces dernières semaines. La semaine dernière, du côté SmackDown, je l'ai enfin retrouvé avec la confrontation avec Charlotte Flair. Et là, cette semaine, le public était engagé, vraiment acquis à la cause de Becky Lynch, vraiment, voilà. Vraiment la foule interagissait avec Becky Lynch, elle était vraiment voilà, elle répondait présente, et on a retrouvé une Becky Lynch au niveau de la promo un peu plus pertinente, plus badass. Ce qui s'est passé derrière avec Lacey Evans, la confrontation était assez intéressante, un petit peu too much derrière, parce que c'est vrai que voilà, faut pas croire que 4 mecs n'arrivent pas voilà, faut pas croire que 8 mecs n'arrivent pas voilà, à séparer deux filles, enfin c'est impossible, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est pas sexiste ce que je dis, mais quand même, enfin voilà, là c'était too much, comme s'ils n'arrivaient pas à retenir à 4 une nana, non, faut quand même pas déconner, donc c'était assez mal vendu la fin, mais je trouve que la promo sur l'ensemble était plutôt sympathique, et j'ai hâte de voir Becky Lynch contre Lacey Evans, je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que Becky Lynch va perdre le titre? Je ne sais pas, j'aurai le temps finalement de réfléchir à la question avant la vidéo pronostic qu'on vous proposera dans quelques semaines maintenant, hein, finalement 2-3 jours avant l'événement. Mais voilà, en tout cas un match, en tout cas une promo, une interaction Becky Lynch Lacey Evans, même si c'était tout match à la fin, qui me donne envie de voir le match bien évidemment du côté de Money in the Bank le 18 mai prochain. Ensuite on a enchaîné les gens avec un match tag team, le deuxième match tag team, Kurt Hawkins contre Zack Ryder, Kurt Hawkins contre Zack Ryder, n'importe quoi. Kurt Hawkins et Zack Ryder qui faisaient face au Revival, je vous l'ai dit, les Usos avaient gagné donc un match face au club, donc plutôt dans la soirée, et les champions par équipe, donc Zack Ryder et Kurt Hawkins, ont également battu les Revival dans un match où il ne s'est pas passé grand chose, il n'y a pas grand chose à retenir dans cette rencontre. Ils ont gagné ce match là comme ils ont gagné les précédents via roll-up et bien un backslide, un petit peu pour essayer de faire une petite voilà, qu'on soit un petit peu dans la, comment dire,
Ils ont gagné par backside pour essayer de teaser un petit peu ce côté, faire le jeu de mots, entre guillemets, avec, vous savez, avec ce rasage de dos de Scott Dawson et de Taj Wilder. C'était assez rigolo que ça se finisse comme ça, parce que c'est un petit clin d'œil sympa. Voilà, c'est clin d'œil, le mot que je cherchais, l'expression que je cherchais. Victoire d'Hawkins et Zack Ryder. Je crois toujours pas en Zack Ryder et Kurt Hawkins en tant que champion, c'est quand même malheureux. Les Revival, je vais pas dire qu'ils sont enterrés, mais ils sont encore une fois ridiculisés. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que les Revival sont de plus en plus ridiculisés, sont encore ridiculisés cette semaine, et voilà, on font face à Zack Ryder et Kurt Hawkins, comme ça, alors que les titres sont pas en jeu, alors qu'ils sont en rivalité et qu'on nous tease de plus en plus une rivalité Uso Revival. J'ai l'impression qu'il y a tellement de bonnes équipes, il y a tellement quelque chose de tellement de potentiel dans la division tag team de Raw que la WWE et Vince McMahon ne savent pas quoi faire avec leur tag team. C'est fou. Voilà, on utilise une rivalité travaillée dans une mid-card de la division tag team, alors que les champions par équipe sont contents de gagner par backside comme ça, alors que qui sont dominés, archi dominés à chaque rencontre. Ils ont toujours pas de rivalité. Enfin, tu te demandes où ça va. Voilà, tu te demandes où ça va finir, mais tu te demandes comment ça va se finir cette histoire, ou plutôt comment ça va se poursuivre. Ça va se finir. Ça se finira bien évidemment à la fin de la saison et au prochain Superstar Shake-Up dans un peu moins d'un an, mais c'est vrai que tu te demandes comment l'histoire va se poursuivre, parce que tu vois pas vraiment d'intérêt autour du titre tag team d'Euro. Tu vois l'intérêt éventuellement Uso Revival, mais pas pour la rivalité qui est en train de se construire, mais plutôt pour le match en lui-même qui pourrait être bon si on les fait s'affronter à Money in the Bank, par exemple. Mais c'est vrai que tu vois pas un avenir clair pour les divisions tag team d'Euro et pour les champions par équipe, donc de la division du show rouge, que sont Kurt Hawkins et Zack Ryder. Derrière la promo de Sami Zayn, je vous en parlais en début de show, qui m'a convaincu. Alors c'est vrai que ces précédentes semaines, j'étais un peu moins convaincu et peut-être un peu plus réticent. Je me disais, bon, wait and see par rapport à ce que nous fait Sami Zayn, parce que, bon, Sami Zayn, toujours très performant, très charismatique, bon au micro, très bon dans un ring, pas de soucis, pas d'angoisse, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que les promos étaient un peu longs, que c'était un petit peu chiant à certains moments, que voilà, c'était pas toujours pertinent. Et là, cette semaine, il m'a fait une promo de 6 minutes 30, il nous a fait une promo de 6 minutes 30, vraiment pas simpliste, je vais pas dire que c'était simpliste, mais c'était ni trop court ni trop long, c'était rythmé de A à Z, et il m'a donné envie d'investir dans son personnage qui travaille de plus en plus, qui est très profond, qui est très intéressant au final. Voilà, ce personnage qui nous vend, qui est un homme qui était bien quand il n'était pas à la WWE, qui a envie aujourd'hui de donner uniquement ce qu'il a envie de donner et pas ce que les gens ont envie qu'il donne. Non, il veut simplement donner de sa personne, mais juste ce qu'il veut, pas forcément ce que les gens attendent de lui. Et surtout, il a envie chaque semaine de venir à Monday Night Raw, même si la WWE est une prison, il a envie de venir à Monday Night Raw chaque semaine pour éduquer les gens, pour se foutre de la gueule des gens et pour montrer à quel point ce que les gens pensent de lui, il s'en fout, et que lui c'est Sami Zayn, il est là au milieu du ring et tout le monde l'écoute parce que c'est une star de la WWE et les autres sont des moutons présents finalement dans les gradins pour écouter des personnes qui finalement ont énormément d'importance et qui finalement ces personnes là qui sont leur vie, qui vivent leur vie à travers ces personnes que sont Sami Zayn, ces stars de la WWE. Bref, Sami Zayn absolument incroyable dans la promo, j'ai beaucoup aimé et j'attends bien évidemment de voir ce qui va se passer, même si j'aurais peut-être aimé voir Sami Zayn dans un Money in the Bank ladder match. Qu'est-ce qui va se passer pour Sami Zayn? Quand est-ce que va être le vrai retour à la compétition pour Sami Zayn? On sait qu'il avait perdu contre Finn Balor il y a quelques semaines maintenant, mais depuis on l'a pas revu catcher. Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va nous teaser, est-ce qu'il y a un plan pour Sami Zayn? J'imagine. Mais voilà, pour l'instant, pas Money in the Bank et le retour n'est pas prévu, en tout cas à long terme, dans le ring n'est pas prévu pour Money in the Bank. Derrière, on a enchaîné avec Samoa Joe contre Rey Mysterio. Il y a le promo de Samoa Joe au départ qui dit que son match face à Rey Mysterio va se conclure comme le match qu'ils avaient opposé à WrestleMania par une défaite. Le match Joe Rey Mysterio était rien d'incroyable. En fait, non. En fait, je vais être honnête, rien d'incroyable. C'est même pas le mot. J'ai regardé le match sans vraiment le regarder parce que je m'en foutais. Rey Mysterio gagne le match par roll-up. Absolument pas crédible le roll-up. On voit que Samoa Joe, comme si Samoa Joe pouvait pas se dégager. Je veux dire, il avait des cordes à 10 cm de lui. Enfin, comment tu peux croire à la victoire de Rey Mysterio, surtout par roll-up? Samoa Joe qui se fait qui se fait vraiment ridiculiser parce qu'il fait une promo en disant juste avant le match qu'il va défoncer Rey Mysterio, qu'il va se passer exactement la même chose à WrestleMania, qui va se passer exactement ce soir la même chose qu'à WrestleMania, à savoir une défaite de Rey Mysterio en 1 minute. Là il perd contre Rey Mysterio et c'est surtout la deuxième pin qui se prend en 2 semaines. Déjà la semaine dernière il s'était fait pin dans le Triple Threat match qu'il avait opposé, si je dis pas de bêtises, à Rey Mysterio et à AJ Styles. Oui c'est ça, hein. C'est tout à fait ça même, oui c'est même pas des conneries, c'est tout à fait ça. Donc voilà, Samoa Joe une nouvelle fois discrédité et c'est
un petit peu énervant parce que Samoa Joe est un champion des États-Unis qui peut être vraiment pertinent, très crédible, et on l'avait vraiment j'avais bons espoirs quand je l'ai vu gagner face à Rey Mysterio en 1 minute. Je me suis dit on va vraiment construire un champion badass, et depuis qu'il est à Raw, 2 matchs, deux fois il se prend la pine quoi. Donc c'est quand même pas forcément de bon augure pour Samoa Joe, et je suis assez déçu de voir que cette rivalité Rey Mysterio Samoa Joe continue, parce que voilà, c'est bon, Samoa Joe a battu Rey Mysterio en 1 minute à WrestleMania, la rivalité n'a pas lieu de continuer, n'a pas lieu de se poursuivre. Enfin bref, et derrière on a terminé avec une promo Styles contre Rollins, plutôt Styles Rollins, promo initiée par Michael Cole, qui a donc amené d'abord AJ Styles, puis derrière Seth Rollins. On a fait quelques petits échanges verbal bien évidemment au départ, avec un AJ Styles qui dit que on a souvent dit que Seth Rollins était le nouveau AJ Styles, parce que très fort, très rapide, très jeune, qu'il avait toutes les qualités requises pour être une top star et un futur très grand de la lutte. Mais la vérité, selon AJ Styles, c'est que Seth Rollins ne sera jamais AJ Styles, ne sera jamais le nouveau AJ Styles. Seth Rollins le coupe derrière en lui disant qu'il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, mais simplement le seul et unique Seth freaking Rollins. Il lui dit également qu'à Monday Night Raw, ce n'est pas SmackDown. SmackDown, bien évidemment, c'est la maison qu'AJ Styles a construite, hein, bien évidemment on se comprend. SmackDown existait bien avant AJ Styles, et SmackDown était très bon bien avant l'arrivée d'AJ Styles, et il dit que voilà, Monday Night Raw c'est différent, Monday Night Raw c'est Monday Night Rollins, c'est le moment de Rollins, la nuit de Rollins, et derrière ça se termine avec quelques petits échanges avec voilà, c'est les frères du Shield qui sont cités par AJ Styles, puis derrière ça se termine par AJ Styles qui signe le contrat, un Seth Rollins également qui signe le contrat pour le match, qui est donc désormais officiel aux yeux des fans de la WWE pour Money in the Bank. Et derrière, petite confrontation, AJ Styles qui demande à Seth Rollins de lui serrer la main, Seth Rollins qui ne veut pas, qui le toise en lui, tout simplement montrant qu'il est champion universal en brandissant très haut la ceinture universelle, qu'il a durement gagné face à Brock Lesnar. Alors il cite Brock Lesnar en disant que lui a battu Brock Lesnar, ce qui n'était pas le cas d'AJ Styles alors qu'il avait eu une opportunité à Survivor Series. Et derrière on termine avec une baston, tout simplement, on en vient aux mains avec dans cette fin de promo, et AJ Styles prend le dessus avec un Phenomenal Forearm sur Seth Rollins qui passe à travers la table, donc qui était entreposée pour finalement signer le contrat. AJ Styles sort victorieux de la rivalité du soir, et bien évidemment on attend avec impatience ce qui va se passer entre les deux protagonistes de cette rivalité pour le Universal Championship dans les semaines à venir, parce que voilà, c'est un match qu'on attend, c'est un match qu'on veut voir, c'est un dream match, tout le monde parlait de ça quand AJ Styles est arrivé, Seth Rollins et AJ Styles, qu'est-ce qu'on a envie de voir ça, et c'est vrai. C'est vrai que c'est un match qui fait envie sur le papier, qui donne de la hype, qui intéresse les gens. AJ Styles, certes, est overpushé depuis plus de 3 ans, mais ils ont trouvé la bonne solution, peut-être pour nous faire passer crème AJ Styles dans une rivalité face quand même à Seth Rollins, qui, voilà, quand même est un match... Voilà, un affrontement qu'on attendait depuis déjà quelques temps, et on l'aura bien évidemment Money in the Bank si blessure il n'y a pas, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Comme ça au moins on aura ce dream match, et dans un pay-per-view très très important pour un titre mondial. Donc pas grand chose à rajouter, si ce n'est finalement que c'est une rivalité qui va porter aussi Money in the Bank. Et voilà, moi personnellement c'est le match au-delà des matchs de l'échelle, même en comptant les matchs de l'échelle, c'est vraiment le match qui m'intéresse le plus, même si on va en prendre plein les mirettes par rapport au match Money in the Bank, là leur match masculin. Peut-être que les femmes vont arriver à nous faire quelque chose de bien aussi, on espère, mais en tout cas AJ Styles, Seth Rollins, c'est vraiment le match que tout le monde attend, et c'est le match qui me hype le plus du côté de Money in the Bank. Bien évidemment j'attends ensuite la construction de la rivalité dans les prochaines semaines, parce que on doit arriver au paroxysme, mais voilà, on doit monter crescendo dans l'intensité de la rivalité pour qu'on arrive au paroxysme de la hype à Money in the Bank le 18 mai prochain, pour qu'on soit comme des fous devant notre siège, devant notre écran, sur notre siège, pour qu'on puisse se lever devant ce match qui normalement devrait être un 5 stars match si on leur donne une petite vingtaine de minutes, mais à mon avis on passera pas à côté d'une opportunité comme celle-là. Bref, voilà donc pour la review de Monday Night Raw. Célian, comme je vous l'ai dit, vous fera part de son avis dans un message épinglé sur YouTube pour qu'il puisse vous donner son avis sur tous les points de Monday Night Raw. J'espère qu'OBS fonctionnera aussi bien demain que ce qu'il a fonctionné maintenant, comme ça on pourra faire une bonne review de SmackDown Live avec Célian demain. On vous parlera bien sûr de tous les segments qui ont compris le show bleu de cette semaine. Je n'ai toujours pas visionné le show bleu, mais voilà, j'ai quand même quelques petites idées sur ce qui s'est pu se passer. J'ai eu aussi un ou deux spoils de la part de Célian quand on en a parlé en off tout à l'heure, mais bref, on se retrouve donc demain pour la review de SmackDown Live avec, j'espère, Célian, si
OBS veut bien marcher comme aujourd'hui ou comme plutôt depuis une petite demi-heure maintenant. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show et également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce les fans de catch, ciao bye bye, portez-vous bien et à demain pour la review de SmackDown Live.